Alors évidemment, on ne peut que se réjouir que l'État prenne une telle mesure à destination des familles, alors que ça fait bien longtemps que la politique familiale est déconstruite, tout particulièrement depuis 2012 sous François Hollande. Donc on peut penser que c'est une bonne idée que de soutenir une famille. Mais le signal envoyé, quand on a un taux de natalité aussi bas et qu'on a envie de relancer la natalité, en fait, ça ne peut pas se résumer à ça. Mais c'est une première étape ou pas ? Alors, si c'est une première étape qui va coûter quand même très cher, hein, je ne sais plus, on parle de 4 ou 5 milliards d'euros, mais en fait, ce n'est pas ça qui va relancer la natalité. Toutes les autres mesures qui ont été détricotées depuis 2012, il serait grand temps de revenir là-dessus. Et c'est vrai que, en fait, quand vous décidez de construire une famille, avant, les politiques familiales, c'était universel. Ça allait des communistes à la droite. C'était universel, c'était un consensus. Et aujourd'hui, cette politique, j'y reviendrai, familiale, elle s'est un peu transformée en politique sociale et idéologique. Mais j'y reviendrai plus tard. Oui, on va y revenir au fur et à mesure de cette discussion. Mais c'est vrai que cette porte d'entrée là, de cette allocation familiale qui serait donnée dès le premier enfant, et encore une fois, c'est une proposition de loi, elle nous interroge sur la question de la natalité. Audrey, la natalité, aujourd'hui, on fait 1,62 enfants par femme en moyenne en France. Une natalité qui est en baisse. Comment vous voyez dans ce contexte-là la proposition de loi ? Alors, il faut préciser qu'on n'a jamais fait aussi peu d'enfants qu'après la Première Guerre mondiale, qui était une période évidemment où les hommes sont morts, où les femmes n'avaient plus d'hommes pour effectivement pouvoir construire une famille. Donc on se retrouve dans une situation effectivement assez catastrophique et qui inquiète évidemment les politiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est il faut comprendre que faire des enfants, fonder une famille, c'est un mélange de plein d'éléments à la fois sociologiques, économiques, culturels, biologiques et même technologiques. Ça n'est pas simplement un point, mais évidemment l'aspect financier est très important. Quand on regarde que pour un jeune couple français, le logement représente 30% de son budget, c'est énorme. On imagine bien qu'effectivement avoir un enfant, c'est-à-dire rajouter une chambre en plus, c'est un coût très, très important. Lorsque l'on voit effectivement que les femmes aujourd'hui travaillent majoritairement et elles demandent de pouvoir continuer à avoir une vie professionnelle épanouie, on se rend compte que si les familles ne sont pas extrêmement soutenues, eh bien ça fait réfléchir les femmes. Je vous rappelle par exemple qu'un pays comme la Corée du Sud, qui a une trajectoire d'extinction démographique, eh bien les femmes ne font plus d'enfants parce que les femmes considèrent qu'elles ne sont pas soutenues dans une politique familiale globale. Donc effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais ça n'est pas que. David Duhamel, vous, votre position là-dessus, parce que évidemment, il y a plusieurs chemins pour expliquer la baisse de la natalité en France, mais l'aspect monétaire, financier, vous en pensez quoi ? Alors, d'abord, juste une précision, mon livre s'appelle « Un monde sans enfants ». Je dis ça parce que depuis, il y en a un qui est sorti qui s'appelle « Vers un monde sans enfants ». Donc, il y en a sûrement un qui va sortir « Comment vivre dans un monde sans enfants ». C'est un sujet d'actualité. Bon, vous avez bien fait de préciser, absolument. Alors, cela dit, votre question, évidemment, elle est multidimensionnelle, donc je peux partir dans tous les sens. Je peux vous dire oui, c'est l'économie, non, c'est la culture. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas du tout un truc français. Et donc, de croire que quelque chose qui se serait passé en France en 2012 et changé la donne, ça laisserait sans explication tout ce qui se passe par ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est un mouvement universel. Mais c'est très compliqué de savoir ce qui ressort du calcul économique des futurs parents et du changement culturel. Vous l'avez très bien montré, avoir un enfant, ça coûte cher. Et ça coûte cher aux individus. Mais ne pas avoir d'enfant, ça coûte très cher aux sociétés. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas idiot, me semble-t-il, pour les sociétés, d'aider les individus qui le souhaitent, et ils sont très nombreux, à avoir des enfants. Et donc, moi, je vois cette proposition de loi d'un œil assez sympathique, même si je pense qu'elle va avoir assez peu d'effets. C'est plus un problème de justice sociale que d'action sur la fécondité. Parce qu'on voit qu'il y a les sommes dépensées à travers le monde pour augmenter la natalité quand elles descendent se comptent en centaines de milliards de dollars. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas l'air de marcher très bien. Je voudrais aussi votre sentiment sur ce qui vient d'être dit, en fait, ça ne va pas changer finalement grand-chose. Ça ne va pas créer une bascule. C'est ça que vous nous dites, en tout cas. Sur la natalité, sur la fécondité. Oui, absolument, sur la natalité. Sur le pouvoir d'achat des jeunes parents, ça peut faire une petite différence.
Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, ça ne va pas du tout changer, je pense. Mais ce qui est une bonne nouvelle quand même, c'est que le désir d'enfant des Français est assez élevé. Il est de 2,3. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français, ils ont envie d'avoir des enfants. Mais il y a un gap, pardonnez-moi, entre le désir d'enfant et qui va s'afficher à l'antenne. C'est vrai, c'est l'UNAF qui le donne, 2,27 enfants. Ça, c'est le désir d'enfant en 2023. Et ce à quoi on arrive à la fin, 1,62 enfants par femme. Oui, mais ça veut dire que les Français ont envie. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que les Français ont envie d'avoir des enfants. On serait triste de se dire que les Français n'ont plus envie d'avoir d'enfants. Ils ont encore envie d'avoir des enfants. Et donc, je pense que cette mesure, oui, elle est. On ne va pas dire que c'est une mauvaise mesure parce qu'elle va vers les familles, mais elle ne changera pas grand-chose. Et en fait, vraiment, moi, je pense que ce qui est important, c'est de redonner confiance aux familles. En fait, une politique familiale qui change tout le temps, c'est extrêmement anxiogène pour une famille. Mais ça veut dire quoi, redonner confiance? Pardonnez-moi, ça doit passer par quoi très concrètement dans le quotidien des gens? Eh bien, renouer avec une politique familiale. Depuis 2012, alors vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais c'est vrai que la politique familiale, on a détricoté la politique familiale, on a supprimé l'universalité des allocations familiales. La politique familiale, au départ, elle a été pensée quand même pour redonner un équilibre entre les familles qui avaient des enfants et les familles qui n'avaient pas d'enfants, quel que soit leur niveau social. Et puis petit à petit, et ça c'était vraiment universel, ça faisait consensus. Et puis petit à petit, on a transformé cette politique familiale en une politique sociale. Et on a supprimé les allocations familiales, on les a mis sous condition de ressources. On a pris tout un tas de mesures comme ça. Et puis petit à petit, il y a l'idéologie aussi qui est rentrée dans la politique familiale. Et la dernière mesure en date, c'est ce fameux congé parental en 2015 et qui a été vraiment, pour moi, et ça se voit dans les chiffres, où on a dit aux familles, la dernière année du congé parental, si ce n'est pas l'homme qui le prend, vous allez le perdre. Et en fait, dans les faits, il n'y a que 2% des hommes qui l'ont pris, et 98% des familles qui ont perdu ce congé parental. Et donc, en fait, les familles, elles ont besoin d'avoir confiance et de ne pas avoir des changements de politique familiale comme ça, tout le temps. Parce que construire une famille, ça ne se fait pas pendant 3 ans. En fait, ça se fait pendant 25 ans. Alors, ce que vous y dites là, Caroline Carmentran, ça fait réagir Sarah Legrain, qui nous a rejoint en duplex depuis l'Assemblée nationale et qu'on voit ici apparaître à l'écran, députée La France Insoumise de Paris. J'aimerais vous entendre sur cette question justement de la politique familiale qui a évolué. Et Caroline Carmentran qui disait à l'instant, en fait, il faudrait réintroduire plus d'universalité parce que là, c'est devenu trop social. Alors, figurez-vous que moi, je suis assez d'accord avec cette idée-là, parce que je pense que dans les politiques familiales telles qu'elles ont été initiées au départ, il y avait cette volonté de dire un soutien universel à toutes les familles, et ça évitait le désagrément de penser que la solidarité nationale allait finalement, par une sorte de charité, se concentrer sur certaines familles populaires, dont il faut savoir qu'une fois que l'on conditionne les allocations familiales, ça suppose aussi un certain nombre de contrôles qui sont à la fois lourds pour la CAF, mais qui sont aussi très lourds pour ces familles dont les ressources sont en permanence contrôlées. Donc moi, je trouve qu'il y a un intérêt à une universalité, et je suis là-dessus assez en désaccord avec les politiques qui ont été menées, qui ont été de nature à désuniversaliser, si je puis dire, ce qui était les allocations familiales. Maintenant, il y a quelque chose sur quoi je veux réagir et où là, nous ne serons pas en accord, madame, c'est cette question de la place des pères. Moi, je pense qu'on ne peut pas penser aujourd'hui une politique familiale qui ne soit pas une politique féministe. Et je pense que non seulement il faut réaffirmer en tout lieu, en tout temps, partout dans le monde, le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est-à-dire leur droit à ne pas avoir d'enfants si elles ne veulent pas en avoir et à les avoir au moment où elles veulent les avoir. Ça, je pense que c'est fondamental. Et après, il faut concevoir que dans le désir d'enfant des femmes rentre en ligne de compte la question de l'égalité. Aujourd'hui, il y a une très forte pénalité maternelle. C'est très terrible comme expression, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a un coût à être une mère aujourd'hui. Il y a un coût économique très fort parce qu'en fait, ça va vous coûter cher dans votre carrière d'être devenue mère, alors que devenir père n'est pas quelque chose qui coûte cher dans la carrière, c'est quelque chose qui va plutôt mener à des augmentations de salaire, là où du côté des femmes, c'est tout à fait documenté que vous perdez du salaire. Et alors quand c'est le 3e enfant, alors là c'est des explosions d'inégalités entre les pères de 3 enfants et les mères de 3 enfants en termes de salaire, mais aussi en termes de temps passé à la maison pour du travail domestique ou parental, c'est-à-dire du soin apporté aux enfants. Et moi je pense qu'il faut absolument penser cette question-là aussi, d'égaliser
le temps parental, la charge parentale, y compris pour permettre aux pères de découvrir davantage ce travail parental, ce soin parental, de faire en sorte que ça ne repose plus uniquement sur les femmes, ce qui est à leur désavantage économique, mais aussi de faire en sorte que ce soit une source d'épanouissement pour les pères.